J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut, Yaorana, bonjour, la Freediving Family. Je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et je peux vous assurer que celui-là, il va vous apprendre plein de choses. Parce que j'ai invité Marion Nouliane. Elle est membre de l'équipe de France AIDA Piscine, ok, mais elle est aussi chercheuse, docteur en neurosciences au CEA. Et elle travaille au Neurospin. Elle étudie l'hypoxie, donc le manque d'oxygène sur le cerveau et notamment sur l'hippocampe, c'est la partie du cerveau qui gère notre mémoire. Nous allons discuter ensemble de l'effet des syncopes sur notre cerveau et avec détail pour répondre à la grande question que beaucoup d'apnéistes se posent après des apnées longues où ils ont l'impression de tout oublier. Est-ce que nous abîmons notre cerveau? Est-ce que nous abîmons notre hippocampe en faisant des apnées? Marion Nouliane a aussi réalisé le projet de recherche Hypoxia en faisant des IRM, des images par résonance magnétique sur les cerveaux de 20 apnéistes réalisant dans la machine des apnées de 2 minutes. Et elle a pris aussi 20 personnes qui ne sont pas des apnéistes pour regarder leur cerveau. J'aurais adoré faire partie des cobayes. Marion, pense à moi la prochaine fois. Marion, pour étudier le manque d'oxygène et l'adaptation du cerveau à l'hypoxie et notamment de l'hippocampe, elle travaille aussi sur des rats de laboratoire. Donc c'est pas une blague. Marion, en plus d'être coach en club d'apnée, elle coach dans son travail des rats de laboratoire à réaliser des apnées non forcées pour étudier l'adaptation de leur cerveau au manque d'oxygène. Vous découvrirez dans cet épisode ce que l'équipe du CEA Neurospin ont découvert sur l'adaptabilité du cerveau au manque d'oxygène. Attention chers amis, cet épisode est technique, il est précis, comme celui avec le médecin hyperbare Romain Guénéguès. J'ai tâché de résumer et de vulgariser au maximum. Ce qui est certain, c'est que vous comprendrez bien mieux votre corps à la fin de cet épisode. Mais avant de commencer, avant de partir en immersion dans votre cerveau, merci de vous abonner et de noter 5 étoiles le podcast. C'est hyper important que l'apnée passe devant le foot, le tennis ou encore le curling et la pétanque. Alors je compte sur vous et je compte sur vous aussi pour partager ce podcast, cet épisode, dans votre club d'apnée et même, si vous voulez, dans votre club de plongée bouteille. Bonne écoute à vous, les amoureux du Grand Bleu. Marion Nouliane ou l'hippocampe pour meilleur ami, c'est sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, et ça commence maintenant. Salut Marion. Salut Julien. Ça me fait super plaisir de te recevoir sur la
la Freediving Family, les gens demandent de plus en plus de médecins ou des gens qui font de la recherche sur l'apnée. Donc, je suis très heureux de te recevoir. Écoute, moi aussi, je suis très heureuse de participer à la Freediving Family et je tenais à te dire que c'était un très beau mouvement. Et j'ai remarqué l'ampleur qu'il avait eu et l'audience qui prend de plus en plus de monde. C'est vraiment, vraiment très sympa comme dynamique. Merci, c'est vrai que c'était un vrai besoin. Il n'y avait pas de podcast sur l'apnée. Maintenant, ça y est, il est là, il existe. C'est la Freediving Family. Marion, tu es docteur, chercheuse en neurosciences au CEA Neurospin, spécialiste de l'hippocampe. Donc, quand je dis l'hippocampe, on ne parle pas du petit animal trop mignon qui vit dans la mer, mais on parle de la partie du cerveau qui gère nos souvenirs. En plus d'être une chercheuse, tu es aussi une athlète en apnée. Tu as participé 3 fois au championnat du monde AIDA en piscine. Donc, tu as réussi à concilier tes deux passions et à faire la recherche en neurosciences et ce sujet sur l'apnée avec le projet qui s'appelle Hypoxia, qui est, si j'ai bien compris, c'est une étude qui étudie l'adaptabilité de l'hippocampe à l'hypoxie. Et tu utilises des IRM en faisant de la neuroimagerie multimodale chez des gens qui font de l'apnée et chez des gens qui n'en font pas. Et si j'ai bien compris, l'objectif du projet Hypoxia, c'est de trouver des pistes thérapeutiques pour aider par exemple les bébés souffrant d'hypoxie périnatale ou les personnes souffrant d'ictus amnésique, donc des gens qui sont incapables de former des nouveaux souvenirs. C'est bien ça? Écoute, tu as tout compris, Julien. Tu viens de résumer en 2 minutes, ce qui est parfois très difficile pour mes thésards de résumer aussi en 20 minutes. Donc, je te félicite, tu es embauché dans mon équipe. Eh ben merci. Marion, ma première question est très simple. Nous autres apnéistes, nous faisons de l'apnée, donc nous arrêtons de ventiler et naturellement, nous avançons petit à petit pas vers l'hypoxie. Est-ce qu'il y a un risque d'abîmer notre hippocampe et donc que nous perdions la mémoire? Écoute, c'est une question qui est assez complexe en fait. Je vais te raconter un petit peu brièvement, bien sûr, comment je me suis posé toutes ces questions. Effectivement, je travaille sur l'hippocampe depuis mon doctorat, donc ça fait quelques années. J'ai commencé à travailler sur l'hippocampe dans le cas des épilepsies qu'on dit du lobe temporal, c'est-à-dire la région où loge l'hippocampe dans le cerveau, où dans cette région-là, les neurones parfois sont trop excités et sont donc à la source de crises d'épilepsie. Et les symptômes en dehors des crises d'épilepsie que l'on connaît parfois où les personnes tombent, etc., c'est des troubles de la mémoire parce que les hippocampes dysfonctionnent. Et puis j'ai continué à étudier le rôle des hippocampes dans ce qu'on appelle la mémoire dite épisodique, dont tu as un petit peu parlé, c'est-à-dire la mémoire qui va nous suivre tout au long de notre vie, qui va nous permettre de garder des souvenirs contextualisés. Je précise bien pour pas qu'il y ait de confusion, en fait, dès maintenant, dans un contexte temporel et spatial, c'est-à-dire des souvenirs qui sont dans un lieu unique, dans un moment unique de notre vie, qu'on est capable en fait de récupérer avec de la reviviscence, la capacité de revivre un événement. C'est vraiment ça le rôle des hippocampes, de créer des associations. On a souvent l'exemple de la Madeleine de Proust, qui, quand on sent une odeur, peut aussi nous permettre de revivre un événement. Et cette région du cerveau va nous permettre de voyager mentalement dans le temps. Il y a pas mal de maladies qui peuvent être atteintes par les hippocampes, donc du coup les épilepsies, les hypoxies dont tu parlais donc à la naissance, un bébé par exemple qui va naître avec le cordon Qu'il qui va étrangle, c'est peut-être ça? exactement, et ça va créer ce qu'on appelle une hypoxie néonatale, où évidemment différentes régions du cerveau vont souffrir, et particulièrement les hippocampes. Et du coup, je m'intéressais déjà à toutes ces pathologies-là. Et puis, quand j'ai commencé l'apnée, je me suis dit, ouh là là, mais ça va être la catastrophe. Hmm. J'étais déjà nageuse, je faisais déjà beaucoup de foncier, donc pas mal de sport. Moi, j'ai vu que tu Et étais puis, triathlète aussi. voilà, et du coup, les copains m'ont dit, je fais de la voile, j'étais déjà pas mal en mer. Les copains m'ont dit, essaye l'apnée sportive. Et quand j'ai vu qu'il y avait des apnéistes qui commençaient à faire 3-4 minutes de statique, j'avais notion du record de Stéphane Misfud avec 11 minutes. Je me suis dit, mais moi, je veux pas avoir des problèmes d'hippocampe.
Et j'ai été assez surprise, encore une fois, de l'adaptabilité au niveau du cerveau. C'est vraiment le fond de mes recherches, hein, l'adaptabilité cérébrale. Et je me suis dit, il y a un truc, comment est-ce que le cerveau est capable de s'adapter à cette possibilité d'avoir une baisse de Hmm. l'oxygène, à quelle fréquence, en combien de temps, sans qu'il y ait de troubles de la mémoire. Et Bah, puis ça j'ai devait être commencé assez drôle. à étudier un peu ça. Tes premiers Hmm. statiques, ça devait être très drôle. Tu devais être en train de chercher à te détendre, de chercher à te relâcher. Et tu devais te poser plein de questions hypothétiques sur l'impact de l'hypoxie sur l'hippocampe. Ça devait partir dans tous les sens. En fait, sur moi, ça partait pas trop parce que oui, oui. En fait, c'est surtout en regardant les autres que ça a commencé à me poser beaucoup de questions. Ouais, 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 ça partait dans tous les sens. De toute façon, dans cette configuration, je me pose beaucoup de questions au fur et à mesure dans mes entraînements, comment réagit la physiologie, comment réagit le cerveau, à toutes ces possibilités d'adaptabilité. D'emblée, ça m'a pas trop perturbée. C'est au fur et à mesure que ça a commencé à vraiment me poser beaucoup de questions. Oui. Ok. Donc pour Et du résumer, coup, pour répondre à ta question qui est très complexe, oui. je t'en prie. Donc la question était, est-ce que à cause de C'est l'hypoxie, on risque d'abîmer quand notre hippocampe et donc d'avoir des pertes de mémoire? je dirais que comme dans tout, tu vois, c'est un sport qui nécessite de la progressivité. Je crois que le corps, de façon générale, et donc le cerveau aussi, a une grande, grande capacité d'adaptabilité. Que si on lui demande de faire des choses de façon trop brutale, hein, les hippocampes vont pas du tout apprécier et vont se mettre en réaction et du coup en protection. Apparemment, on a une grosse capacité d'adaptabilité. Si Mhm. elle est progressive, il n'y a pas de risque. En tous les cas, les premiers résultats qu'on met en évidence montrent qu'il n'y a pas de trouble de la mémoire dite épisodique avec un entraînement progressif du type qu'on pratique dans les clubs classiques d'apnée. Ok. Après, sur les athlètes de haut niveau, les élites, là, on passe dans d'autres registres. Et la grande difficulté pour répondre à cette question, c'est que bien souvent, si je reçois là des élites, tu vois, qui ont commencé l'apnée il y a 10, 15 ans, ou en moyenne, c'est un petit peu ça, ceux qui performent fort, j'ai pas le niveau de base de leur mémoire, et du coup, je sais pas comment ils sont à la base. Mhm. Donc, c'est Ok. un peu plus compliqué. Donc tu émets Je sais pas si l'hypothèse je suis que claire dans ma réponse. tu émets une hypothèse, c'est que euh, un apnéiste normal qui s'adapte petit à petit à l'hypoxie n'a pas de risque d'abîmer son hippocampe et Mm. donc de perdre la mémoire parce que de toute façon il y a une adaptation du cerveau. Là je vais placer un mot, on va revenir dessus, c'est les astrocytes. Euh, mais tu émets aussi une hypothèse que les gens qui font des grosses perfs, donc je pense qu'on parle après 7 minutes, 8 minutes d'apnée statique, tu penses que peut-être il y a une perte de mémoire, mais tu ne peux pas le dire parce que tu n'as pas fait des IRM, on va dire, de leur cerveau avant. C'est bien ça? Alors, non, pour répondre à la première question, concernant, pour être bien clair, parce que c'est des questions qui taraudent un peu tout le monde. Pour être bien clair, sur la première question, à savoir des apnéistes qui vont s'entraîner dans des clubs de loisirs classiques comme il y a dans la majorité, avec une adaptabilité progressive, hein, avec des performances qui vont aller, si tu veux, au niveau régulière, 2, 3 fois par semaine, avec un encadrement classique, comme on voit dans les écoles d'apnée de loisirs. On a déjà vérifié, il n'y a pas de trouble de la mémoire dite épisodique, et il n'y a pas de problématique au niveau de la structure de l'hippocampe. Ça, c'est vérifié. Euh, Si c'est pratiqué dans une progressivité, il n'y a pas de trouble mis en évidence. Mm. La deuxième question concernant les élites, ce que je disais, c'est que c'est toujours très compliqué au niveau des sciences de ne pas avoir un point de départ. Or, la plupart des champions à l'heure actuelle qu'on a, s'ils arrivent là où ils en sont, c'est que ça fait bien longtemps qu'ils font déjà une grosse pratique de l'apnée avec un gros volume d'apnée
Et du coup, j'ai pas le niveau de base de référence pour savoir finalement quel était leur niveau initial au niveau de la mémoire. Donc, je ne pourrais pas comparer s'il y a eu une Hmm. évolution de leur score de mémoire par rapport à ce qu'ils étaient à l'initial, en fait. Donc, pour l'instant, la question reste un peu en suspens. Ok. Donc ça veut dire que toi, tu as fait des recherches ou d'autres médecins ont fait des recherches sur les hippocampes des apnéistes, c'est ça? Et qui ont dit, bah, il n'y a pas de souci sur la mémoire Ah ben là, épisodique. je, en fait, il n'y en a pas d'autres. C'est celle que je viens de terminer avec là, elle est carrée quoi. Ça y est, Hmm. c'est fait à Neurospin. Les résultats sont là. Hmm. On a étudié ça en fait à Neurospin. On a des IRM. Et pour étudier ça, j'ai suivi des apnéistes, enfin avec mon équipe, on a suivi des apnéistes pendant toute une saison. Et on leur a demandé de venir au début de la saison et à la fin de la saison pour faire leur IRM et vérifier s'il y avait une évolution des hippocampes. Et on a fait des tests de mémoire et on a vérifié si au cours de la saison, il y avait des modifications de leur capacité de récupération au niveau de la mémoire dite épisodique. Et on voit que comparativement à des contrôles qu'on dit appariés, c'est-à-dire qui sont appariés en termes d'âge, et là, on les a appariés aussi en niveau de volume sportif, mais qui ne font pas d'apnée. Il n'y a pas de différence sur le plan longitudinal, donc du début de la saison à la fin de la saison. Ça veut dire que les apnéistes sont leur propre contrôle en quelque sorte, mais il n'y a pas non plus de différence par rapport à des sportifs qui ne font pas d'apnée. Ah, ok. Donc Ce l'apnée qui n'est est, qui absolument est pas dangereux pour le cerveau, pour la mémoire et pour l'hippocampe. à condition que ça soit fait dans un cadre De progressivité. progressif. Absolument. Après, comme D'accord. tout sport extrême, quand tu rentres dans de l'extrême, bah, sport extrême a ses conséquences extrêmes. Voilà, ça c'est un autre sujet, on rentre dans un autre univers. Ok. Euh, Souvent, les freedivers, quand ils poussent trop, lorsqu'ils ne s'écoutent Mhm, pas, ils vont à la syncope, ils vont au blackout, ils vont au-delà du mhm. seuil de tolérance, enfin au-delà du seuil de hypoxique, et ils tombent dans les pommes. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe exactement dans le cerveau lors d'une syncope? Alors, je vais te reprendre un petit peu sur une notion quand on dit que souvent les freedivers, ils vont faire une syncope quand ils ne s'écoutent pas. Alors, je suis aussi instructeur AIDA et aussi instructeur régional sur les deux fédérations en fait. J'encadre en plus. J'aime pas trop le laisser passer un message comme ça, de dire que c'est parce que les freedivers, les apnistes ne s'écoutent pas. C'est pas toujours si simple. Hmm. Parce que on peut aussi avoir des seuils hypoxiques qui peuvent être brutaux ou peut-être un peu cachés, mais c'est pas pour autant que l'apnéiste ne s'écoute pas. Il peut y avoir des apnéistes très vigilants, très à l'écoute sur leurs signes hypoxiques, mais qui ont des seuils beaucoup plus brutaux que d'autres. Et puis, tu peux pas vraiment choisir ta physiologie. Ou alors, tu peux être un jour en compétition, avoir beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, que tu peux pas prévoir, de la fatigue et qui vont venir un peu masquer des attentes physiologiques sur le plan de l'hypoxie. Et pourtant, tu es à l'écoute et d'un seul coup, c'est des seuils qui peuvent faire on-off et ça n'a rien à voir avec la notion de pas s'écouter. Tu vois ce que je veux dire, Ok. Julien? Donc c'est vraiment des fois des gens, ils ont un seuil de tolérance hypoxique qui peut être très brutal et ils vont le découvrir, hélas, en même temps que ça arrive. Exactement. Et bien sûr, souvent même ils le découvrent après. Donc c'est pour ça, j'aime parce que ça peut être très culpabilisant aussi de se dire, je me suis pas écoutée, Hmm. c'est pourtant pas ce que j'ai voulu. Et tu vois, ça fait un petit peu le chien fou qui a pas fait attention. C'est pas toujours aussi simple que ça. Donc voilà, c'était ma petite remarque par rapport à ça parce que ça fait plusieurs fois que j'entends ça, même dans les podcasts. Tu sais, ça fait un peu l'apnée pas propre Hmm. de celui qui a un blackout. Et c'est pas tout à fait vrai, hein. Je connais pas beaucoup d'apnéistes qui se disent ouais, coûte que coûte, moi j'y vais. Et puis, si je fais une syncope, bah, tant pis, hein. Tu vois, c'est quand même pas fréquent.
Du point de vue du cerveau, bah, enfin, on va pas refaire toute l'histoire. Je sais que Romain en a déjà parlé. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, la diminution d'oxygène est trop importante et que bah, finalement, il va y avoir une syncope euh, avec le croisement de l'envie de respirer, l'augmentation de l'hypercapnie, l'augmentation du CO2 et la diminution de l'O2. Donc ça a été rappelé plusieurs fois. Hmm. Je dirais que ce qui est plus joli d'essayer de comprendre, parce que je vais rester dans mes domaines d'expertise, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait au niveau de la mémoire. Ce qu'on observe parfois, c'est que les apnistes, en fait, ils vont avoir une perte de mémoire avant l'arrivée de la syncope. Euh, ils, ils vont décrire en fait cette sensation de continuer un petit peu à nager et puis tout d'un coup ça se brouille. Ils peuvent avoir parfois presque des sensations oniriques, des hallucinations. C'est décrit parfois dans les syncopes, en piscine comme en mer. C'est pas que lié à la narcose. Comme un sentiment d'être dans un rêve, Hmm. une vraie production onirique qui est presque plus puissante que ces moments de rêve. Tu sais, Hmm. c'est Non, un mais j'ai peu adoré. J'ai les... fait un blackout une fois à Lanzarote. J'avais hyperventilé. J'ai Ouais. tourné à 100 mètres. Et donc je suis sorti, j'ai pris la ligne, j'ai respiré, j'étais content, tout le monde m'applaudissait. La réalité, c'est que j'étais la tête sous l'eau. Et c'est Eric Marshall, un des champions statiques, qui m'a récupéré et qui me tenait. Et en fait, je me suis réveillé, mais je m'étais inventé toute une histoire dans ma tête qui était géniale. Bah déjà, tu étais resté dans le contexte de la piscine parce que parfois, il y a des perceptions qui sont liées à la syncope qui peuvent transporter complètement ailleurs hein, et qui sont très très puissantes. C'est vraiment une grosse hallucination. C'est presque ces semi-rêves qu'on a entre l'éveil et le début du sommeil. C'est des dissociations de vigilance, hein, très exactement. Il y a aussi probablement des neurotransmetteurs qui sont déchargés pour venir un peu protéger et qui vont avoir un petit peu des effets un peu comme le LSD, hein, faut dire les choses comme elles sont, et Ok. qui créent cette sensation très très puissante de plaisir quand le cerveau va se dire, ouh là là, mais attention, on va être en souffrance, protéger de tout ça, et c'est ça qui crée des hallucinations très puissantes, ce qui fait que l'apniste, quand il revient d'une syncope, est vraiment dans un moment euh, de changement presque temporel, contextuel, qui est très rapide, hein. Le cerveau va très très vite recontextualiser, mais on a la sensation d'être réveillé d'un monde d'ailleurs, en fait. Hmm. Et, euh, et même parfois, on peut avoir des apnéistes aussi qui vont continuer à nager qui vont sortir faire un protocole de sortie sur un ordre simple. Souvent, d'ailleurs, quand il a été très, très automatisé, on peut avoir un apnéiste qui n'a plus le souvenir d'avoir nagé depuis à peu près 20, 30 mètres. C'est une approximatisation, hein, qui va sortir, faire son protocole de sortie, qui peut tomber à ce moment-là en PCM ou en syncope. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien rester à côté d'un apnéiste qui sort, qui est pas très vigilant parce que là, ça peut arriver juste après et qui va ne plus se souvenir d'avoir fait le protocole, Hmm. d'avoir nagé avant. Et ça, c'est encore des systèmes de protection du cerveau qui, pour les structures qui sont les plus sensibles à l'hypoxie, notamment l'hippocampe, vont mettre en place des systèmes d'équilibre entre tout ce qui est activateur-inhibiteur au niveau du système nerveux central et de sorte que l'hippocampe se met un peu en quelque sorte en stand-by et du coup ne va plus être en charge d'encoder tout ce qui se passe. Encoder, c'est-à-dire de prendre les informations qui se passent dans l'environnement pour les stocker sous forme de souvenirs. Donc il se met en Ok. stand-by, il ferme la boîte de Pandore en quelque sorte. Hmm. Il ferme la boîte à souvenirs Exactement. pour Il que s'en les occupe autres parties du cerveau puissent continuer à travailler tranquillement. exactement, tranquillement, en tous les cas en survie. Au-delà de ça, les autres parties du cerveau, c'est souvent le système moteur, c'est le système de la vigilance, tout ce qui est respiration, etc. Et du coup, l'apnéiste, lui, va continuer à nager. C'est aussi des régions du cerveau qui sont plus anciennes sur le plan de l'évolution, donc plus archaïques, plus dans tout ce qui est contrôle simple, en quelque sorte. Hmm.
Et du coup, c'est pour ça qu'au moment de sortir, l'apnéiste est tout à fait capable de faire un ordre simple, hein, parce que on est sur de l'automatisation qui demande en fait beaucoup moins de contrôle, hein, sans en avoir souvenir. Il y a une autre partie encore qui est, alors moi je suis très dans des perspectives évolutionnistes, hein. L'hippocampe il se met aussi en stand-by pour se protéger, parce que sur le plan de l'évolution, si on abîme ces régions-là, on devient immédiatement une proie pour tout ce qui est de l'environnement, parce que si demain matin tu te réveilles et que tu ne sais plus qui tu es, si tu sais plus si la personne que tu rencontres peut potentiellement être un ennemi ou un ami Hmm. pour toi, ça veut dire que tu perds toute ton identité. Et c'est la raison pour laquelle ces régions-là se protègent immédiatement. Que Euh, l'on, que bah, pour survivre, pour vraiment être en mode survie, quoi. Absolument. Bah, Hmm. surtout pour te protéger. C'est un système évolutif, hein, environnemental. C'est la protection immédiate de la proie éventuelle qui pourrait venir vers toi. Donc, bah, elle se protège, hein, pour pas perdre ton identité et que quand tu reviennes, tu puisses immédiatement réouvrir cette boîte de Pandore et savoir qui tu es. D'accord. Donc, elle se protège. Et donc, la syncope, on peut avoir des hallucinations très fortes. Mm. L'hippocampe qui gère les souvenirs, c'est une des premières parties du cerveau à s'éteindre pour nous protéger. Euh, mais j'avais une autre question, c'est quand on fait une syncope, on est d'accord qu'on a besoin des molécules d'oxygène pour continuer à survivre. Est-ce que par exemple, les molécules qu'on a dans les bras, dans les cuisses, vont remonter au niveau du cerveau, du cœur et du poumon? Il va y avoir avec tout ce qui est vasoconstriction, ça va être en faveur des organes nobles, c'est certain. Ça va favoriser l'oxygénation du cerveau en priorité, mais jusqu'à une certaine limite en fait. Hmm. Donc pendant la Et syncope, il y a cette aussi limite, une vasoconstriction qui emmène plus de sang aux organes nobles. bah, en fait, la syncope, c'est la finalité de ce qui n'a pas pu être correctement acheminé, en quelque sorte. Et c'est un peu, on tire le signal d'alarme pour dire attention, là, vous dépassez le seuil. Si ça va trop loin, on bascule vraiment dans... En fait, on parle d'hypoxie, on devrait parler d'hypoxémie exactement, mais si on dépasse ce seuil-là, on va vraiment basculer vers l'hypoxie et donc vers les dommages cérébraux. Donc la syncope, c'est un petit peu l'étape qui précède ce qui pourrait être le pire en quelque sorte. D'accord. Et j'ai pris le temps de lire tes documents et j'ai compris qu'on avait beaucoup étudié la production d'ATP, la production d'énergie en anaérobie et en aérobie. Quand on manque Mhm, d'oxygène, on est en anaérobie. mhm, Et donc c'est le cas quand on fait de l'apnée, parce que la quantité d'oxygène diminue, un peu comme quand on fait un sprint sur 100 mètres, la quantité d'oxygène diminue, donc on est en anaérobie. Et dans le cerveau, on a des neurones qui s'appellent les astrocytes et qui vont créer de l'énergie qui s'appelle le lactate. Et alors que normalement, c'est la mitochondrie qui est un peu la chaudière de la cellule qui fait son travail normalement quand il y a de l'oxygène. Mais là, on passe sur un nouveau mode à travers les astrocytes et la production de lactate. Est-ce que c'est ça, cette fameuse adaptation du cerveau? Alors, ce sont des hypothèses hein, qu'on essaye de comprendre. C'est des mécanismes qui sont très bien connus au niveau musculaire, hein. C'est ce qu'on appelle les différentes filières énergétiques, hein. En fait, juste pour résumer, pour bien recontextualiser, parce qu'autrement ça fait un peu des grands sauts dans nos cellules. euh, à la différence des bactéries où il n'y a pas de noyau, dans nos cellules, il y a toute une machinerie métabolique. Il y a un noyau qui protège en fait notre patrimoine génétique, hein, qui va nous permettre de fabriquer des protéines. Et autour de ce noyau, il y a différents organites qui vont chacune avoir une fonction. Et dans ces organites, il y a un petit organite qu'on appelle les mitochondries, qui, pour la petite histoire, sont à la base, au cours de l'évolution, des bactéries qui se sont introduites dans nos cellules. Et ces mitochondries, en fait, ont pour rôle, ont vraiment une vie autonome à l'intérieur de nos cellules
et vont être capables de dégrader les molécules de glucose qui vont rentrer dans la cellule pour fournir l'énergie cellulaire qui est essentielle, en fait, qui est l'essence pour pouvoir nourrir les autres cellules. C'est notre carburant, en fait, la mitochondrie, et elle prend notre sucre, en gros, le glucose, pour produire l'énergie, c'est ça? Absolument. Les cellules, elles comprennent pas ce que c'est que le glucose, hein, le sucre, enfin le glucose, hein, et du coup, il va falloir dégrader ce glucose pour pouvoir produire l'énergie cellulaire que l'on appelle l'ATP. Le vrai nom, c'est adénosine triphosphate, c'est vraiment Mhm. l'énergie cellulaire. Mhm. Euh, et du coup, pour pouvoir dégrader le glucose en énergie cellulaire dite ATP, la mitochondrie a besoin d'oxygène. C'est des réactions chimiques qu'on appelle d'oxydoréduction et c'est le seul moyen pour pouvoir dégrader le glucose euh, en ATP par la mitochondrie. Pour ceux qui ont fait un peu de biochimie ou de biologie, c'est le fameux cycle de Krebs qui Mhm. est absolument horrible à apprendre tellement il y a de transferts de protons, etc., etc. Donc, en fait, tant que les cellules ont suffisamment d'oxygène, eh ben, elles vont prendre leur filière énergétique et dite en aérobie, à savoir que tant qu'il y a de l'oxygène, le glucose est dégradé par les mitochondries et c'est très rentable parce que pour une molécule de glucose, on va être capable de produire 36 molécules d'ATP. Donc, c'est vraiment Ouais, elle ce est qu'on va efficace, utiliser. cette mitochondrie. Elle est super efficace. Elle est Mhm. autonome dans nos cellules. C'est un vrai petit organisme magique. Et les astrocytes, ils sont aussi efficaces? Alors, le problème, c'est quand on va plus avoir assez d'oxygène, les cellules vont pas rester comme ça à pas pouvoir produire d'ATP et du coup, on va passer sur une autre filière qui est la filière dite anaérobie et qu'on appelle aussi la glycolyse. Et à ce moment-là, on va faire intervenir effectivement le lactate dont tu parlais qui va aider à produire aussi une énergie cellulaire. Et dans le cerveau, il y a plusieurs types de cellules nerveuses. Il y a les neurones qui sont capables de produire leur énergie grâce aux mitochondries. Et il y a un autre type de population cellulaire qu'on appelle ces cellules gliales. Il y en a plusieurs. Et dans ces cellules gliales, il y a les astrocytes dont tu parles qui sont un autre type de cellules nerveuses, qui ont la particularité d'avoir leur forme de cellules en forme d'étoile. C'est pour ça qu'on les appelle astro pour étoile, cyte pour cellule. Et les astrocytes, en fait, ils vont avoir des prolongements autour dans leur forme qui ont des pieds, si tu veux. C'est comme les branches des étoiles. Et au bout de ces prolongements, ils ont des espèces de pieds qui font des ventouses sur les capillaires sanguins. C'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, si certains en ont déjà entendu parler. Et en fait, ils vont être capables de filtrer ce qui se passe du système sanguin vers tout ce qui est dans le cerveau. Donc, ils sont vraiment primordiaux pour ça. Et ils vont coopérer avec les neurones. Quand les neurones vont être en manque d'oxygène, ils vont plus être capables de produire leur propre énergie cellulaire. Ils vont être là pour coopérer avec les neurones et faire ce qu'on appelle une navette, en fait, pour leur donner du lactate et qu'ils puissent aussi produire leur énergie cellulaire. Donc, il y a une véritable coopération entre les neurones et les astrocytes. Dès qu'il y a un manque d'arrivée d'oxygène par les capillaires sanguins, à ce moment-là, les astrocytes viennent en, 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 en navette, en fait, ils se couplent aux neurones pour pouvoir les aider pour produire l'énergie Mhm. cellulaire, pour pas que le cerveau soit en manque d'énergie Ok. cellulaire. Et les mitochondries, elles continuent de travailler un petit peu ou elles ont complètement arrêté? C'est les astrocytes qui produisent du lactate qui ont remplacé l'ATP ou c'est 50-50 ou... Alors, on ne sait pas exactement à quel moment, bon, si les mitochondries arrêtent de travailler complètement, c'est vraiment, vraiment qu'on est au bout Hmm. de l'arrêt d'oxygène. Donc, c'est qu'il y a quand même. En fait, il y a une hypothèse qui est, euh, comment dire, alternative, hein. Ce qu'on ne sait pas très bien, c'est si les astrocytes sont d'emblée là dès qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour venir coopérer avec les neurones. Mais les neurones doivent aussi être capables de récupérer, tu sais, l'oxygène qui reste ambiant dans les tissus.
Mhm. C'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre par une technique de neuroimagerie qu'on appelle l'IRM fonctionnel au repos. Euh, alors, je pourrais peut-être en dire deux mots pour qu'on comprenne, mais on essaye de voir si les neurones, en plus d'être aidés par les astrocytes, sont aussi capables de récupérer l'oxygène ambiant dans les tissus, pas seulement celui qui vient Des de la petits vaisseaux, quoi. circulation. Exactement. Ils doivent Mm. être capables en même temps de... On a beaucoup de systèmes de Mm. redondance, de protection avant d'arriver à ce qu'on appelle une lésion Mm. cérébrale. C'est-à-dire que Ce les qu'on appelle... neurones, ils sont capables de prendre l'oxygène et le lactate à travers les petits pieds des astrocytes, mais en plus dans l'environnement à côté où il y a des molécules d'oxygène qui se baladent. Absolument. Ils doivent être Mm. capables de récupérer ce qui est ambiant, ouais. On essaye de comprendre ça. D'accord, donc ça c'est encore un autre travail de recherche. Ah, c'est le même, c'est le même. Ok. En fait, quand on fait de l'IRM, pour que ça soit bien clair, pour comprendre ce qu'on essaye pour y répondre, alors pourquoi l'IRM est un outil qui a été vraiment fantastique au niveau de la neurologie et des neurosciences? Il y a deux types d'IRM, enfin c'est toujours la même machine. Dans les années 80, on a vu apparaître l'IRM, donc c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Dans les années 80, on voit apparaître l'IRM dite anatomique. Du coup, quand on est placé dans l'IRM, en fait, on est placé dans un champ magnétique et C'est pour ça qu'on on enlève tout ce qui est métal. absolument parce qu'il y a un gros aimant qui est mesuré en Mm. Tesla. Dans l'IRM anatomique, en fait, quand on est placé dans ce gros aimant, on va essayer de faire des photos du cerveau par le fait d'envoyer des ondes de radiofréquence. À l'intérieur du cerveau, il y a évidemment de l'eau, H2O. Et quand on fait de l'IRM anatomique, ce qu'on essaye de détecter, c'est les propriétés magnétiques de l'hydrogène, de l'atome d'hydrogène qui est magnétique en fait. Du coup, Ok. quand on est placé dans l'IRM, l'hydrogène en fait va se comporter comme une petite boussole. C'est pour ça on a l'appellation du spin. Et le champ magnétique de l'atome d'hydrogène va se mettre en fait dans le même champ magnétique que l'aimant de l'IRM. Donc il s'aligne en fait, hein, exactement comme une boussole va s'aligner sur le nord ou sur le sud en fonction de l'orientation. Et quand on est dans l'IRM et qu'on fait les acquisitions, peut-être que certaines personnes ont passé des IRM pour diverses raisons. Euh, on entend d'un seul coup des gros bruits, comme des bruits de cachalot d'ailleurs, ça fait des gros tac 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 tac. C'est pour ça qu'on met des bouchons dans les oreilles. Ça veut dire qu'on envoie les ondes de radiofréquence. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme quand on cherche une fréquence sur la radio et qu'on essaye de se mettre sur l'antenne qui envoie l'onde de radiofréquence, comme la Tour Eiffel ou Donc là, on se met ça se sur fait les ondes de l'hydrogène. exactement. Et du Mm. coup, les atomes d'hydrogène vont se mettre à osciller sur la même fréquence. Donc, et au moment où Parce qu'ils ils sont oscillent magnétiques. exactement. Au moment où ils oscillent sur cette fréquence, en fait, ils vont donner de l'énergie. C'est pour ça que c'est de l'énergie nucléaire. Et ils vont donner de l'énergie, ils vont se mettre à osciller, 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 comme un petit cubuto qui tourne, en fait. Et l'antenne de l'IRM récupère cette énergie. Et d'un seul coup, on arrête. Et à ce moment-là, ben, il restitue toute l'énergie et l'antenne de l'IRM récupère cette énergie. Et c'est ce qui va nous permettre de calculer à quel endroit il y a le maximum d'atomes d'hydrogène. C'est pour ça que quand on regarde un IRM, il y a une espèce de contraste de gris, blanc, Et une noir. accumulation d'hydrogène, ça veut dire quoi? C'est Donc une pas une zone grise. accumulation. Eh ben, en fait, dans le cerveau, il y a des cavités qui sont liées encore là à l'évolution, puisque les espèces les plus anciennes sur le plan de l'évolution n'ont pas de cerveau, elles ont une moelle épinière en fait. Et avec l'évolution, on va voir apparaître de plus en plus de tissus et donc l'apparition ce qu'on appelle le télencéphale, les deux hémisphères. Donc, on a, il y a un petit canal au milieu de la moelle épinière qui est Mhm. rempli d'un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et ensuite, va se développer les deux hémisphères avec l'évolution. On commence à le voir apparaître au niveau des oiseaux. Il y a deux petits hémisphères. Et puis, évidemment, chez les mammifères, on a deux gros.
deux gros hémisphères, des gros télencéphales, mais les cavités restent. Et du coup, dans le cerveau, bah, il y a la petite cavité de la moelle épinière, puisque c'est tout le système nerveux central, hein. La moelle épinière, c'est le système Mhm. nerveux central. Cette cavité, la moelle épinière, va grossir au niveau des deux hémisphères. On appelle ça les ventricules cérébraux, qui sont remplis de liquide céphalorachidien. Donc, en fonction des acquisitions, soit le noir, c'est là où il y a le plus d'hydrogène, et donc c'est là où il y a le plus de liquide céphalorachidien, et plus on va être là où il y en a le moins de liquide, c'est-à-dire là où il y a le plus d'os, et plus ça va être blanc. Et on a un dégradé de contraste comme ça. Donc en fait, l'hydrogène montre le liquide céphalorachidien. Eh ben, il y a de l'hydrogène partout. Dans l'os aussi, Hmm. il y a de l'eau, hein. Bon, en Mais gros, il y a plus pour d'eau dans étudier le le liquide cerveau, on céphalorachidien. fait des imageries par résonance magnétique, ce qui permet Mhm. d'avoir des photos du cerveau. Et c'est là où tu peux comparer, par exemple, si l'hippocampe il a grossi, ou s'il est devenu plus petit, ou s'il a été abîmé. C'est bien ça? Absolument. Ça, c'est pour l'anatomie, hein. Absolument. Et quand on fait les volumes, par exemple, qu'on a pu vérifier là sur la dernière étude, parce qu'on a des techniques avec mon ancien thésard, on a mis en place avec de l'intelligence artificielle des techniques de volume des différentes régions de l'hippocampe. Ah, pour voir Euh, si il devient plus petit ou plus gros, quoi. Absolument, absolument. C'est Hmm. notamment utilisé dans différentes pathologies qui pourraient, par exemple, la maladie d'Alzheimer, les Et épilepsies. Alzheimer, c'est la perte de mémoire, donc c'est l'hippocampe qui est touché. Ah ben, c'est la perte de mémoire épisodique à la base et les deux hippocampes, effectivement, qui vont avoir des pertes de neurones. Et donc, à la fin, il n'y a plus d'hippocampe. Et du coup, c'est la raison pour laquelle les patients qui ont des maladies d'Alzheimer n'ont plus de capacité de stocker des nouveaux souvenirs et puis n'ont plus de capacité au bout d'un Hmm. moment d'en récupérer. Mais que dans les épisodes, ils peuvent être capables de chanter une chanson d'Edith Piaf parce que c'est un autre type D'accord. de Notre type de mémoire. Du coup, si j'ai bien compris, Marion, on utilise donc l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, pour faire des photos du cerveau pour qu'il nous dévoile un peu ses secrets. Il y a deux types de d'IRM, c'est bien ça? Alors, il y a deux types d'IRM. Enfin, c'est toujours la même machine, mais on ne regarde pas la même chose. Pour faire des photos du cerveau, comme tu le disais, c'est-à-dire regarder l'anatomie du cerveau, par exemple, regarder si l'hippocampe a souffert et qu'il a perdu des neurones, s'il est devenu plus petit parce qu'il a souffert, on fait de l'IRM dite anatomique. Et là, on va s'intéresser aux molécules d'eau et plus particulièrement à l'hydrogène qui est magnétique. Donc, avec la technique d'IRM anatomique, on va pouvoir voir si on a plus ou moins d'hydrogène dans le cerveau. Et s'il y a un problème, on va voir différentes marques sur l'image, hein, parce qu'on est capable de recueillir la quantité d'hydrogène dans le cerveau grâce à l'IRM anatomique. En revanche, si on s'intéresse à l'activité cérébrale, on ne peut pas avec l'IRM recueillir l'activité neuronale en direct. Ça serait de l'électrophysiologie. Pour pouvoir s'intéresser à l'activité cérébrale dans l'IRM, on fait ce qu'on appelle de l'IRM dit fonctionnel, cette fois-ci, comment le cerveau fonctionne. Et là, en revanche, on va s'intéresser à un autre type d'atome qui est l'oxygène. Parce qu'au moment où l'oxygène quitte les capillaires sanguins, en fait, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, elle va devenir magnétique. Et Ah c'est ouais. comme ça qu'avec les manqués au niveau de l'IRM, on va pouvoir déceler à quel endroit il y a le plus de neurones qui consomment le plus d'oxygène, parce qu'on sait que plus le cerveau a des régions qui sont actives et plus elles vont consommer d'oxygène pour pouvoir Hmm. produire de l'énergie cellulaire. Et c'est comme ça qu'on détecte avec des analyses statistiques quelles sont les régions du cerveau qui consomment le plus d'oxygène et donc qui sont le plus actives. Voilà. Et donc Ok. Je suis content parce que j'ai vraiment compris tout ce que tu as dit sur cette dernière partie. bon, bah, tant mieux alors. Marion, Du j'avais coup, une autre question finalement, pour toi. ouais. C'est Mais pendant le... juste pour faire le lien, Julien, Ouais. par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les relations entre le neurone et les astrocytes, Mhm. c'est par ces techniques-là que
l'étude là on a fini, on est en train de se poser les questions d'analyser, c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de répondre à la question si ce sont les neurones et les astrocytes qui coopèrent quand on fait faire des apnées dans l'IRM, en fait. Est-ce que ce sont les neurones et les astrocytes qui coopèrent? Parce qu'on va regarder quelles sont les régions du cerveau qui consomment le plus d'oxygène. Ou alors, si les neurones sont capables de recapturer de l'oxygène, c'est grâce à ces techniques qui sont très fines et qu'on est capable de faire dans un centre comme Neurospin, en fait. Hmm. Puis Neurospin, vous avez un IRM qui est très puissant. Je crois que vous avez 11,7 Tesla. C'est un des plus puissants au monde, c'est bien, c'est ça? C'est le plus puissant au monde, C'est oui. le plus puissant au monde, ouais. Mm. Et le Tesla, qui est, je l'ai appris en faisant cette émission-là, c'est une mesure magnétique inventée par Nikola Tesla, qui était un Serbe et qui a permis d'inventer, enfin, de faire avancer la science sur le magnétisme. Absolument. Ce qui explique la fameuse voiture Tesla, en fait, qui fonctionne à l'électricité, quoi. Absolument. C'est énorme, hein, 11,7 Tesla. Mais oui, C'est un ouais, champ j'ai cru magnétique, comprendre hein. ça, ouais. Mais même Mais toi, tu là, on n'utilises est pas 11,7, tu utilises 2, quelque chose, c'est ça? 3 Tesla parce 3 qu'on fait Tesla. aussi de la spectroscopie. On essaye de capter le lactate, hein. Du coup, comme on fait plusieurs types de neuroimagerie, on n'a pas voulu monter trop dans le champ magnétique pour pas avoir des difficultés d'acquisition qu'on utilise plutôt quand on fait un seul type d'acquisition. Ok. Et en plus, on était quand même à l'exploration parce que quand j'ai dit à Neurospin qu'on allait mettre des personnes même qui ont l'habitude de faire l'apnée, mais en apnée dans l'IRM, on m'a dit, oh quand même Marion, c'est pas un peu dangereux tout ce que tu nous demandes de faire, hein. Il a fallu pouvoir défendre le projet quand même, Hmm, parce que quand on dit aux médecins que les apnéistes ont des saturations d'oxygène qui descendent assez bas, il faut rappeler hmm. qu'à la Covid, à 96%, on emmenait tout le monde à l'hôpital. Donc je vous Ouais. laisse imaginer la possibilité de défendre un projet comme ça Où on descend sur le... sa saturation d'oxygène, ouais, ça peut descendre bas, hein. D'ailleurs, les cours AIDA disent qu'on peut aller au blackout en dessous de 45%. Hmm. Personnellement, quand je m'entraîne à sec, des fois, je mets mon oxymètre et j'arrive à Hmm. 37% de saturation en oxygène. Donc c'est vrai qu'on peut descendre assez bas. Et Voilà. du coup, comment tu as réussi à les convaincre? J'ai réussi à les convaincre en leur montrant justement des résultats d'entraînement d'apnée à sec où il n'y avait pas de syncope, hein, à l'issue de baisses comme ça de saturation en oxygène. Mais ça n'a pas été simple au début, hein. Ils ont tous dit, ouh là là, mais tu te rends compte, c'est très dangereux. C'est des médecins aussi avec moi, Hmm, donc il y a toujours un médecin investigateur, donc j'ai eu droit au comité d'éthique avec la protection la plus difficile, hein. Donc j'ai toujours des médecins qui sont là quand il y a toutes les IRM parce que pour eux, c'est considéré comme très dangereux. ouais. Et d'ailleurs, pour ton étude Hypoxia qui faisait des IRM sur des freedivers et des gens qui ne sont pas freedivers, combien d'apnéistes tu as analysé? Enfin, combien de cerveaux d'apnéistes tu as observé? On est à 20 et 20 en fait. Ok. Ça coûte très cher, hein, les IRM et les chercheurs doivent aller chercher des sous. Hmm, Donc c'est des projets qui coûtent cher. hmm. Et les apnéistes faisaient des apnées de combien? 2, 3, 4 minutes? Dans l'IRM, on leur a fait faire des séries de 2 minutes pour les caler avec les temps d'acquisition. Parce que c'est le temps que la machine prenne tout le magnétisme dans le cerveau, c'est ça? Oui, c'est en quelque sorte ça, oui. Mm, mm. Ok. Marion, j'avais une autre question. J'ai lu le livre de Frédéric Lemaître Mhm. et j'ai cru comprendre. Donc, quand on fait une syncope, donc il y a une ischémie, une hypoxie, un manque d'oxygène, voilà, le cerveau, pendant ce traumatisme, va produire une accumulation d'adénosine. Mm. Euh, Cette accumulation d'adénosine, d'ailleurs, elle reste un moment en fait dans le cerveau. En fait, elle part pas comme ça apparemment. Donc ma question c'est, est-ce que cette accumulation d'adénosine après une syncope va rester dans le cerveau? Est-ce qu'elle s'accumule? Et est-ce que la syncope appelle la syncope? Est-ce que quand quelqu'un fait une syncope, cette personne est plus sensible à en faire une à cause de l'accumulation de l'adénosine? Ah bah, l'adénosine, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le carburant des cellules, l'adénosine triphosphate, hein. Il n'y a pas vraiment d'études
c'est pas très clair, on ne sait pas exactement, hein, parce que tu vas le retrouver aussi sur les problèmes cardiaques, c'est des questions, hein, l'adénosine, mais il n'y a pas assez d'études aujourd'hui pour pouvoir répondre clairement à cette question. Euh, du coup, tu sais, en science, dans ce genre de situation, tant que ça n'a pas été répété, vérifié, on ne peut pas répondre à une telle question. D'accord. Donc on n'a pas encore la réponse à ça. Non, il n'y a pas assez de données scientifiques, hein, pour pouvoir affirmer que l'adénosine sera un biomarqueur systématique, observé dans le cerveau. Il n'y a pas assez de données. Je pense qu'on n'a pas assez de données là-dessus pour pouvoir en faire un biomarqueur systématique des syncopes des effets en post-syncope des apnéistes. Ok. Eh ben, merci Marion pour toutes ces informations sur le cerveau. On va revenir quand même sur ton profil Mm. d'apnéiste, parce que tu as quand même fait 3 championnats du monde. Tu fais aussi des compétitions fédérales. Si j'ai bien compris, tu fais 200 mètres en monopalme et en apnée statique, tu es à 6-7 minutes, c'est ça? Oui, mais alors je déteste l'apnée statique. Ouais, J'ai plutôt un profil à la base d'apnée sans endurance aussi. d'accord. J'ai fait des records mixtes d'endurance avec l'apnée endurance, l'association d'apnée endurance. Donc le statique, ouf. Ouais, bon, on est tous d'accord, le Mais statique, c'est vraiment très très dur. Et j'en ai fait ce matin et tu vois, je me suis arrêté à 4 minutes, j'avais trop la flemme de me battre, quoi. Ça coûte énormément au niveau du mental, hein. C'est vraiment dur. Et toi, tu fais combien? 7 minutes, c'est ça? là, ça fait bien longtemps que j'en ai pas refait. J'en refais un peu maintenant pour me détendre avant de partir en dynamique, hein. Donc oui, à l'époque, oui, sur les premiers, oui. Maintenant, je pourrais pas te dire, ça fait longtemps que je me suis pas posée en statique. Ok. Et toi, tu es spécialiste en monopalme. Tu fais pas d'apnée dynamique bipalme ou de dynamique no fins. Non, non, je fais pas du dynamique en CNF, en DNF non plus. Je suis vraiment en monopalme ou en palme, mais je fais pas de brasse. En fait, j'ai jamais aimé la brasse, donc ni en surface ni sous l'eau. Ok. Et comment se sont passés tes derniers championnats du monde AIDA? Alors, en bipalme, ça s'est bien passé. En monopalme, j'ai pas eu une très belle, pas une jolie performance, hein. T'as fait J'étais, 184 mètres, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est énorme, hein? C'est quand même Écoute, beaucoup, hein. ouais, Là, dans le classement AIDA, ça fait que t'es là en dynamique, t'es la 8e française. Donc félicitations parce que 184, c'est oh, vraiment beaucoup, hein. Moi, je me suis arrêté à 108, hein. Et est-ce que ton expérience de chercheuse en neurosciences, ça a modifié ta manière de voir l'entraînement pour l'apnée dynamique? oui, 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 je vais pas le cacher, oui. Euh, j'ai eu, d'abord, j'en discute avec les personnes qui m'entraînent. C'est toujours intéressant parce que on voit pas toujours les choses de la même façon. Euh, je me pose beaucoup de questions en fonction du profil des gens, si c'est des personnes qui ont fait du foncier, pas du foncier, à quel moment on déclenche la glycolyse. Tu vois, ça me pose pas des questions que pour moi Donc parce la que je glycolyse, suis. c'est quand on passe en anaérobie avec les fameux astrocytes qui fabriquent le lactate, c'est ça? Oui, mais au niveau des muscles aussi, t'as pas d'astrocytes, hein, dans les muscles, donc. Ouais. J'écoute beaucoup comme je suis aussi présidente d'un club et puis j'ai une particularité mais qui se développe de plus en plus. J'entraîne des juniors, hein, C'est depuis à maintenant la Galatée-Meudon, c'est ça, en Île-de-France? Aquamundo. Mon club s'appelle Aquamundo, D'accord. mais j'encadre aussi à Meudon, à Galatée. En fait, je me pose toujours des questions en fonction des profils des gens, de leur profil sportif, hein, euh, de ce qu'ils ressentent comme effet physiologique, hein. T'as des personnes qui vont avoir jamais mal aux jambes, qui ont pas de lactate. D'ailleurs, si on pouvait arrêter de dire acide lactique, ça me ferait plaisir, hein. Parce que Et c'est puis, pas de t'en as. l'acide lactique, c'est du lactate, c'est ça?
Du coup, Oui, c'est le sur des lactate qui rend les jambes toutes dures? Oui, absolument. Et puis, t'en as d'autres qui vont en avoir très très tôt et du coup qui vont vraiment sentir leur signe hypoxique se mettre en place. Donc, je crois vraiment qu'il y a des profils différents en fonction des sports qu'on fait à côté. Euh, je vois qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'apnéistes qui font de la muscu, par exemple, Hmm. euh, donc qui développent énormément de masse musculaire. Donc voilà, c'est plutôt dans ces questionnements que ma recherche en neurosciences va intervenir, hein. Et évidemment sur moi, puisque bah, je suis tout le temps en train d'appliquer sur moi les questions que je me pose. Ça, ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la prise de masse musculaire pour gagner en puissance? Parce que le fait d'avoir plus de muscles, on aurait tendance à penser qu'on va consommer plus d'oxygène, mais on est aussi plus puissant, donc on va plus vite, on peut être plus endurant. Enfin, pour ceux qui font de la muscu, est-ce que toi-même tu fais de la musculation? Par exemple, moi je coach et en ce moment je fais faire de l'endurance musculaire à mon élève pour qu'il gagne en efficacité sur la consommation d'oxygène. Alors déjà, je crois que c'est important de différencier les disciplines d'apnée. Je suis pas certaine que quelqu'un qui fasse du statique bénéficie d'une grosse masse musculaire. On est Rien d'accord. que de voir Ouais. Florian Dagoury, quand il a fait ses 10 Mm. minutes au championnat du monde, il était affamé, Florian. Il attendait qu'une seule chose, c'est d'aller manger après sa performance, après les championnats, tellement il était affamé, il avait plus de muscles, il avait plus rien, hein. Donc, je pense qu'il faut différencier toutes les disciplines. Après, du point de vue de la prise de masse musculaire, je pense que tout est une question de compromis. Je crois que toute la difficulté, c'est de trouver le bon compromis. Mais là encore, il y a encore de la variabilité interindividuelle. Quand on voit Alessia Mm. Zecchini, Alessia, elle a un muscle très sec. Elle est très fine, très sec, hein, et elle remonte de profond. Et quand on voit Alexei, on a une toute autre morphologie. Alexei Euh, Molchanov. ouais. Du coup, je sais pas, j'ai du mal à répondre à ta question encore une fois Mm. de qui est bon, pas bon. Je crois que c'est vraiment une question de compromis en fonction du corps de chacun, de son passif sportif, je crois pas qu'il y ait on n'a pas encore trouvé la recette miracle, hein. Non, bah, c'est sûr qu'on est un sport extrêmement jeune et qu'on a encore tout à découvrir et tout à faire, que ce soit en termes d'entraînement, de coaching, ça c'est clair. Mm. Euh, donc oui, donc toi en tant que coach, et pour toi-même, tu te poses beaucoup de questions pour améliorer les entraînements. Marion, qu'est-ce qui t'agace le plus dans le milieu de l'apnée? Je crois que c'est assez général, c'est le croire savoir, hein. Le croire savoir. Ouais. C'est quoi ça, le croire savoir? Alors, que je développe le croire savoir, hein. C'est quelque chose que tes élèves ou tes coachés te disent? Euh, C'est le fameux oui mais? Non, le croire savoir, c'est que tout le monde peut avoir un petit peu, tu vois, l'impression d'avoir la connaissance, hein, sur tout, Hmm. euh, avec presque une sensation de vérité parfois. Alors que c'est exactement, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis permise au niveau d'un apnéiste qui fait un Un syncope, blackout qui c'est aurait qu'il ne trop sait pas forcé, ouais. écouter. Hmm. Euh, voilà, et je fais toujours attention un peu aux raccourcis comme ça, et même avec les différents doctorants que j'ai, de toujours faire attention aux nuances, parce que le corps humain est complexe. Et c'est pas si simple que ça. Et ça demande quand même un certain nombre de connaissances. Et du coup, il faut pas être tout le temps à l'affirmatif ou du coup croire qu'on connaît. Je sais pas si je suis claire Ouais, mais par je suis rapport à d'accord avec ça. toi, mais des fois, quand Euh, on coach aussi, on a besoin d'être affirmatif pour rassurer l'élève. Ça, c'est de la pédagogie, c'est Hmm. encore différent. Ok, donc ce qui Donc t'agace le voilà, c'est plus dans le milieu pas de le l'apnée, croire ça serait savoir. le croire savoir et le fait que on n'ait pas assez de nuances.
vis-à-vis des connaissances Oui, sur l'apnée. absolument. Oui, ah, ouais, ouais. J'avais une autre question. C'est une question que je commence à poser à toutes les femmes que j'interviewe. C'est l'influence des menstruations sur la performance. Avec Gaël Brousse, Mm. l'épisode de dimanche prochain, on parlait un peu de la phase lutéale, on parlait des règles, parce que elle a eu ses règles pendant sa performance et ça l'a pas empêché de faire des médailles au championnat du monde en apnée endurance. Est-ce que toi, Mhm. la menstruation, c'est quelque chose que tu prends en compte dans ta préparation? Euh, voilà, comment tu gères en tant qu'athlète ce sujet-là? Alors, ça ne m'a jamais dérangée. Je me suis jamais posé de questions, notamment dans tous les autres sports que j'ai fait en endurance. Et, euh, et parfois, je me suis quand même rendu compte sur les performances, par contre, les distances longues, pas en endurance, pas en rapide, hein. Rapide, rien à faire. Hmm. En revanche, parfois sur des performances d'hypoxie longue, je me suis rendu compte qu'en fonction de la phase de progestérone et d'ostrogène, Mhm. donc phase lutéale et ben, il n'y avait pas tout à fait le même impact. Je pense que ça modifie aussi le pH, hein. Hmm. Et du coup, ça modifie ben, l'acidité et le basique et du coup les performances en long. Je crois qu'il y a un impact plutôt sur le long. Je crois pas qu'il y ait particulièrement d'impact sur l'endurance ou le rapide, Ouais, en tout mais cas, je Gaël, crois que ça ça avait peut pas l'air de modifier la en fait. déranger sur le sprint, mais du coup, ça aurait un impact positif ou négatif? Bah, la phase lutéale, sûrement positif. Euh, Enfin, quelle étape t'as remarqué que c'était le plus positif ou négatif? Ah bah, c'est après l'ovulation. Après l'ovulation, Du coup, sur c'est la phase de la, bah, sur la phase de la progestérone en fait. hmm, quand on a les oestrogènes au top, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Et donc des Ça oestrogènes fatigue. au top, ça ferait que ça modifie l'acidité du sang. Et ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire qu'on aurait Ça fatigue. une meilleure tolérance. Ah, ça fatigue, c'est ça? Ouais. Ça fatigue, je dirais. Je pense que ça pourrait fatiguer, oui. D'accord. Parce que ça bouge l'endomètre, parce que et du coup ça peut fatiguer. Je dis, est-ce qu'il faudrait essayer de caler ses entraînements en fonction de ça? Non, je crois pas, parce que tu choisis pas une date de compétition en fonction, donc il faut faire avec, hein. Hmm. Mais en revanche, ce qui est important de prendre en compte, et parfois on l'oublie, c'est que quand on s'entraîne et qu'on fait pas une bonne performance à ses entraînements, parfois on se dit ouais, c'est la cata, j'ai pas le mental, ou alors je voudrais expliquer ça comme ça. Non, en fait, c'est la physiologie qui se met juste en place. Et on peut avoir un très bon mental, on peut avoir fait tout ce qu'il faut. Ben, et c'est la physiologie qui est là. Et ça, ben, on peut rien y faire. Enfin, Hmm. un pic de LH ou un pic C'est quoi le LH? d'oestrogène, ça arrive tel jour. C'est le lutéal, hein, Ah oui, ok. l'hormone pour et ben c'est là, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Ça doit arriver là, et puis c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le reste. Ouais, c'est vrai que ça peut être frustrant. Là, Et je crois que parfois, quand je plongeais avec une amie là hier et c'était ses règles et elle plongeait sur 30 mètres et c'était hyper dur alors que d'habitude elle va 100 voix à 50 et, elle était en train de se Mm. flageller. C'est Donc, ça. Et tu vois, ça, je trouve ça parfois, il faut aussi accepter la physiologie plutôt que se dire j'ai pas le mental, j'y arriverai hmm, pas. Ben non, en fait, c'est la physiologie, elle suit son rythme, elle a son calendrier à elle, et ça n'a rien à voir avec tout un travail qu'on peut faire par ailleurs. ok. Davantage de Et bienveillance ça, c'est pas pour encore soi. pris en- Mm. C'est pas encore beaucoup pris en compte, c'est tout à fait juste, ça commence à arriver parce qu'il y a eu une grosse étude qui a été faite au niveau de l'INSEP, qui a un peu débroussaillé tout ça et pris en compte. Ça commence à être pris en considération. Marion, j'avais une autre question un peu drôle pour toi. Donc, tu as étudié le manque d'oxygène, l'hypoxie sur le cerveau des humains. Mais est-ce que avant de mettre des humains en apnée à sec dans des IRM, tu as travaillé sur des rats? Je travaille toujours, hein. Comme je suis neuroscientifique, alors je suis aussi neuropsychologue, mais je suis aussi neuroscientifique fondamentale, hein.
Et je fais aussi une étude chez les rats. En fait, ça me permet de descendre au niveau cellulaire, ce que on peut évidemment pas faire chez l'homme, pour justement faire du comptage d'astrocytes, du comptage de neurones, hein. Et j'entraîne des rats en apnée volontaire, donc ce sont de véritables athlètes. J'ai une thésarde qui a fait du sport au niveau, du coup, qui est la coach de ces rats. Et C'est ils sont énorme. entraînés exactement de la même façon. Ce qui est très compliqué, c'est qu'évidemment, ils doivent partir en volontaire. Il est hors de question de les faire partir en forcé. Mm. Et du coup, à la base, en fait, quand ils arrivent, ils viennent juste d'être sevrés. Ils sont tout petits et on leur apprend d'abord à découvrir la piscine. Après, on les fait nager dans les couloirs. Et à partir de là, on a d'abord vérifié quelle souche était la meilleure pour l'apnée. On sait maintenant laquelle c'est. Et là, naturellement, en fait, il y a trois groupes de rats qui vont de se distinguer. Il y a les rats qui vont adorer aller faire de l'apnée naturellement. Donc, ils sont sur leur petite pierre, hein, dans leur couloir de nage. Et puis, hop, ils partent et ils se mettent naturellement en apnée. Donc, l'eau a monté à la surface et ils partent tout seuls. Il y en a qui, quand on monte la surface de l'eau, n'y vont plus, c'est terminé. Et ils préfèrent nager en surface. C'est pas des apnéistes, c'est des nageurs. Et puis il y en a qui, dès qu'on remplit le labyrinthe d'eau, alors qu'ils aimaient courir quand il n'y avait pas d'eau, ne veulent plus jamais se mouiller les pattes. Donc naturellement, c'est comme chez les humains, il y a ceux qui n'aiment pas l'eau, ceux qui aiment nager en surface et ceux qui aiment nager en apnée. D'accord. Et ça Et après, on représente les combien de entraîne comme ça. pourcentage, les rats qui pratiquent l'apnée? Un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Vraiment, sur un groupe, on a naturellement trois groupes. Mais ceux qui aiment faire de l'apnée, après, quand on les entraîne, du coup, on les entraîne d'abord sur des petites distances. Ils font de l'hypercapnie en quelque sorte. Ouais. Tolérance au Enfin, CO2. après, je leur mets des temps. Absolument, je les entraîne de la même façon. Et puis après, on les emmène sur des longues, longues distances. Là, la plus longue, c'est 12 mètres. Et ils C'est continuent. génial. T'es coach Alors, en par contre, club. c'est un peu plus... T'es coach en club pour Ouais, des... Et t'es coach en rat, quoi. absolument. Sauf que ce qui est plus dur avec les rats, c'est que si ils sont en surentraînement parce qu'on a raté quelque chose, on ne peut pas leur faire de prépa mentale. On peut éventuellement leur mettre un petit bout de spéculoos, hein, à la sortie ou quelque chose qu'ils adorent pour qu'ils se disent, bah quand même, faire 12 mètres, ça vaut le coup d'un petit bout de spéculoos, hein. Mais quand ils en ont marre, ils veulent plus y aller. Et là, ça devient plus compliqué parce que quand ils veulent plus, ils veulent plus. Mais pour l'instant, ça va, on arrive à bien les gérer. Et Ok. puis ils s'amusent, franchement, ils s'amusent. Donc, tu analyses le cerveau des humains, tu travailles avec des rats qui font de l'apnée, il y en a qui nagent, il y en a qui font pas d'apnée. Et le fait de faire de l'apnée à des rats, ça permet d'étudier l'évolution au niveau cellulaire, euh, ce que tu ne peux pas faire chez les hommes. Ça veut dire, c'est quoi la différence exactement? C'est-à-dire que tu comptes les astrocytes, qu'est-ce que tu comptabilises de plus que tu ne peux pas faire avec les hommes? Ah bah oui, on peut compter le nombre de cellules. On peut vérifier s'il y a des nouveaux neurones, c'est surtout ça en fait, ou des nouveaux astrocytes, hein. Ce qu'on peut pas faire au niveau de l'IRM chez l'homme, on peut regarder s'il y a une consommation de glucose, une production de lactate au Hmm. niveau du métabolisme. On peut voir s'il y a une plus grande consommation d'oxygène au niveau neuronal, mais on est bien, bien loin de la résolution spatiale du neurone, hein. Ok. Alors que chez l'animal, chez le rat, on peut faire des techniques de fluorescence, d'immunohistochimie. Donc on est vraiment là au niveau cellulaire. Ok. Et est-ce que les rats qui font de l'apnée ont développé plus d'astrocytes que les rats qui ne en font pas? Rendez-vous dans quelques temps. On est en train de travailler ça avec l'autre doctorante. Ok. Ça veut dire qu'on peut peut-être faire la supposition que les humains qui pratiquent l'apnée ont entraîné leur cerveau, leur cerveau, donc les astrocytes, à, à mieux créer du lactate. Ça pourrait être une des suppositions? Ça pourrait être une des suppositions, tout à fait. Ou alors, est-ce que l'apnée va favoriser la multiplication du nombre d'astrocytes, hein, pour venir coopérer avec les neurones?
Est-ce que l'apnée va favoriser la multiplication de nouveaux neurones dans l'hippocampe, qui est la seule région qui va fabriquer des nouveaux neurones jusqu'à la fin de la vie? Voilà, c'est des questions qu'on essaye de comprendre. Autrement dit, la question qui est en deçà, et comme tu le disais, dans des perspectives thérapeutiques, hein, est-ce que tout ça, ce sont des mécanismes neuroprotecteurs qui pourraient permettre, dans le cas de pathologies avec des hypoxies, de permettre au cerveau de stimuler en apnée volontaire intermittente pour que le cerveau puisse produire sa propre Hmm. neuroprotection, comme on le Et fait ça en voudrait apnée. dire on ferait quoi? On donnerait des cours d'apnée à des Alzheimer ou des cours d'apnée à des enfants qui ont souffert d'hypoxie prénatale? Alors pour les Alzheimer, c'est raté parce que bien souvent, il y a plus de neurones. Ou alors il faudrait qu'on découvre, et c'est ce qu'on est en train de faire, quels sont les biomarqueurs qui sont présents avant la perte neuronale, et c'est pas que des problèmes d'hypoxie. Pour les enfants qui souffrent d'hypoxie néonatale, c'est tout à fait ça. Il y a des modèles qu'on dit murins chez la souris, où on a vu que quand il y avait des hypoxies néonatales sur les modèles murins, le fait de faire de l'hypoxie intermittente comme on fait volontaire va permettre de déclencher des mécanismes de neuroprotection comme le lactate, et qui vont venir protéger l'hippocampe. Donc, c'est un petit peu les questions que je me pose depuis le début. D'accord. Donc ça veut dire que des rats C'est pour ça qui à la que... naissance auraient souffert d'un manque d'oxygène, si ces rats font de Mm. l'apnée, ils peuvent protéger davantage leur hippocampe et peut-être améliorer leur mémoire, c'est ça? Améliorer, non, mais éviter qu'il y ait un déficit. D'accord. Éviter qu'il y ait un déficit. Pour clôturer cet épisode, Marion, j'avais envie de te Mhm. poser quelles sont tes ambitions dans le milieu de l'apnée? Tu as fait 3 championnats du monde. Est-ce que tu fais de l'apnée pour performer? Est-ce que tu y vas pour vraiment explorer comme un scientifique le cerveau des freedivers? Enfin voilà, quel est le projet pour toi dans les années à venir de ta pratique de l'apnée? Écoute, Julien, j'ai pas du tout d'ambition de performance. Vraiment, moi, ce qui me fascine, ça fait des années que je travaille sur cette région que sont les hippocampes, que je trouve absolument incroyable sur leur capacité d'adaptabilité. Il y a une véritable plasticité. C'est la base de notre identité, de notre conscience. Et je dirais que c'est ça que j'ai envie d'explorer, et que l'apnée est une belle porte, hein, pour essayer de mieux les comprendre. Voilà, c'est notre petite production de rêve, les hippocampes, c'est notre voyage mental dans le temps, c'est la base de notre identité. Et moi, ça me permet de boucler avec les questions que je me suis posées sur l'amnésie infantile. C'est un autre pan de mes recherches. Et je trouve que l'apnée me permet de boucler en permanence sur toutes ces questions de conscience, de mémoire, de notion du temps présent, et donc de la capacité des hippocampes à s'adapter. Donc je m'amuse là-dedans. Donc c'est un peu ça mon ambition, et je crois que j'en aurai jamais fini parce que toute question amène une autre question. Et est-ce qu'une de tes peurs profondes, ça serait pas un jour de perdre la mémoire? Ah, n'en parlons pas. Là, on a mis le doigt Euh, sur le why. En fait, tu sais, non, non, parce que je crois que quand on perd la mémoire, on ne sait pas qu'on perd la mémoire. Donc, c'est pas celui qui perd la mémoire qui est le plus gêné. Hmm. Euh, et, euh, et pour finir sur cette question, je crois que la plus grande difficulté aussi, c'est d'essayer de comprendre comment on oublie. C'est encore plus compliqué, et ça, on n'arrive pas à y répondre. Comment est-ce que ces hippocampes, qui sont des véritables ordinateurs, hein, j'ai fait quelques conférences sur les différentes régions dans l'hippocampe qui vont dire ça c'est pareil, ça c'est presque pareil, ça c'est différent. Et ce qu'on fait en permanence dans notre vie pour pouvoir se construire des épisodes, hein. Par contre, on ne sait pas comment, en fait, la nuit, quand on rêve, notamment, on récupère des souvenirs de la journée pour les réassocier à quelque chose de plus ancien pour mettre du sens. Euh, Comment, en fait, on est capable de trier les informations, et qu'est-ce qui décide de dire ça, on oublie, ça, on conserve. Parfois, on peut oublier des choses très importantes, et on va conserver des trucs complètement futiles, hein.
Et ça, on n'est pas du tout au clair encore hein, avec tout ça. Et comment on peut se rappeler de souvenirs de façon unique hein, avec des mécanismes protéiques, des mécanismes génétiques et en même temps avoir des émotions. Voilà, c'est tout ça en fait qui me fascine. Ouais, c'est la boîte à souvenirs, c'est un sacré logiciel à comprendre. Euh, Incroyable. et au niveau du coup de ce fameux hippocampe qui gère nos souvenirs, comme tu dis, il y a des choses des fois stupides. Euh, on s'en souvient avec J'ai pas dit précision. stupide, j'ai dit futile. Ouais, J'ai dit futiles, mais futile. des choses, voilà, bon, pas forcément intéressantes, et des choses très importantes que l'on oublie. Par exemple, le traumatisme. Est-ce que pour nous protéger, le cerveau va supprimer des traumas? Et c'est pour ça que des fois, c'est des années plus tard que l'on se souvient des traumas, parce que l'hippocampe cherche à nous protéger, et c'est pour qu'on le survivre. On le survive. Oula, j'arrive plus à parler, moi. Oui, oui, là, tout à fait. Alors, il est détruit, il le détruit pas, hein. C'est les circuits qui mettent en place au moment du stockage quand il y a des stress post-traumatiques qui sont trop importants. Il y a des mécanismes de neuroprotection, là encore, qui se mettent en place de telle sorte qu'en fait, il n'y ait plus un chemin d'accès pour récupérer le souvenir parce que ça a généré sur le moment de l'épisode un tel stress qui mettrait le système en danger. Qu'il est mis de côté et on le récupère plus. Alors ça peut être récupéré parfois pendant la nuit, c'est ce que décrivent les personnes en stress post-traumatique. Ou alors il y a des situations de vigilance en permanence. C'est pour ça que de plus en plus, alors pour m'intéresser au PTSD, donc les stress post-traumatiques, on parle de. Avant, on pensait par exemple chez les militaires que quelqu'un qui avait subi un stress post-traumatique, il était hors jeu. Maintenant, il y a de plus en plus de protocoles dits de déchocage, hein, c'est-à-dire qu'on a des périodes où il faut intervenir avant qu'il y ait une consolidation justement du système pour ne plus avoir accès aux souvenirs. Et puis pour travailler sur le traumatisme, en fait. Il y a la possibilité de récupérer des souvenirs traumatiques, mais ça doit être absolument encadré. Et l'idée, c'est de faire revivre un traumatisme de telle sorte que progressivement, le cerveau comprenne que quand il le revit, il peut le revivre dans un nouveau contexte où il n'est plus en danger. Et Ah, ça doit vraiment être accompagné par des professionnels. Et au-delà, en fait, des techniques d'hypnose, alors il y a aussi de plus en plus, une perte de mots avec la plante, la, yur- Ayurveda? la- Ah, euh, et- l'ayahuasca, non, le, ouais, oui, la anglais. plante Ça qui est fait extrêmement revenir. forte au Brésil, par exemple. L'ayahuasca. Là, exactement. Et ça, en fait, ça débloque, c'est des antagonistes des mécanismes de neuroprotection qui bloquent un peu la récupération des souvenirs traumatiques. Donc ça aussi, il faut que ça soit un peu accompagné parce que il y a des souvenirs traumatiques qui sont bien cachés et s'ils sont levés sans accompagnement, ça peut parfois Mm. être très puissant. Donc vraiment, que tout soit encadré, accompagné, parce que le cerveau se protège en fait. Mm. J'avais une question un petit peu plus personnelle. Par exemple, moi, j'ai Mhm. aucun souvenir de mes 0 à 8 ans. Et je me dis, mais c'est énorme. Est-ce que c'est normal? Alors Il- là, Non, alors 0,8 ans, ça fait une grande plage, mais Bah ouais, moi, j'ai euh, l'impression d'être né au CM2, quoi. non, mais je pense que si on travaillait un petit peu, on arriverait à retrouver des souvenirs, mais ce qui est certain, alors j'ai fait pas mal de travaux dessus avec deux doctorants. Euh, on a la période d'amnésie infantile de 0 à 3, 4 ans, où là, en fait, l'hippocampe n'est pas assez mature pour stocker les souvenirs. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc on va avoir des souvenirs dits sémantiques, c'est l'acquisition du langage, des souvenirs moteurs, procéduraux, faire du vélo, etc., etc. Mais à cette époque-là, en fait, les hippocampes, eux, ne sont pas assez matures et ils sont pas assez connectés avec le reste du cerveau pour stocker des souvenirs dits épisodiques dans leur contexte temporel et spatial. Et au-delà de ça, c'est une grande période où il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux neurones.
Et en quelque sorte, il n'y a pas assez de neurones qui deviennent avec suffisamment de maturité pour consolider les souvenirs. Donc c'est un petit peu comme si c'était un turnover permanent, où à chaque fois qu'on fait un nouvel apprentissage, il y en a un qui vient remplacer le précédent, un qui vient remplacer le précédent. Et petit à petit, comme on vit des expériences qui se ressemblent, on va pouvoir consolider un type d'expérience. Et les premiers souvenirs épisodiques vont apparaître avec la scolarisation, parce qu'il y a des rituels qui se mettent en place, des neurones qui deviennent suffisamment matures et vont apparaître vers 5, 6, 7 ans même, hein. Donc, c'est pas très étonnant ce que tu dis. Les Hmm. gens qui disent qu'ils ont des souvenirs plus précoces, bien souvent, il y a des confusions avec des photos qu'ils ont vues, Ouais. des récits qu'on leur a racontés, et ça fait des télescopages, en fait. Et ils n'ont pas vraiment ce sentiment de reviviscence que l'on appelle le souvenir dit vraiment épisodique. Ouais. Le souvenir Donc, créé par l'hippocampe, quoi. C'est, en fait, on ah, s'invente un récit à travers la ouais. parole des parents ou à travers les photos familiales. Absolument. On Hmm. peut avoir deux, trois souvenirs plus tôt, mais sont quand même très, très rares. Donc tout va bien, Julien. Ok, bah je suis extrêmement rassuré, Marion. Mm. J'avais quand même une autre question pour toi. Désolé, hein, on continue, mais j'ai trop de questions. Avec mes élèves, je leur fais créer un protocole de relaxation ventilatoire. Donc, je leur fais Mhm. par exemple respirer 3 minutes en carré, en rectangle, en pyramide, pyramide inversée, longue expiration. Et à côté, je regarde le BPM, le cœur, là où est-ce qu'il bat au plus bas, au plus haut, le rythme cardiaque moyen. On discute du meilleur type de ventilation possible pour qu'ils se sentent détendus. Est-ce Mhm. que si un freediver, tout au long de sa vie, il a le même type de ventilation de relaxation, on va créer une forme de message direct dans l'hippocampe qui va dire, ça y est, il fait ce type de ventilation, maintenant on va se détendre parce que derrière on va partir en apnée. Alors là, tu poses une autre question. En fait, ce dont tu parles, c'est des associations qui se deviennent presque pavloviennes. Ça, l'hippocampe, il s'intéresse pas trop au pavlovien. Alors c'est quoi le C'est-à-dire, pavlovien? alors le pavlovien, c'est le chien de Pavlov, où en fait, un stimulus conditionné. Tu sais, le chien de Pavlov, en fait, au début, il devait associer une cloche et on lui amenait sa gamelle. Et du coup, il salivait. Hmm, Et puis après, bah, on n'avait plus qu'à sonner la cloche et il se mettait à saliver, même sans le stimulus conditionné étant la gamelle. Du coup, toi, ce que tu dis, c'est qu'en se mettant dans un système de relaxation, après, l'hippocampe va se dire, ah, c'est bon, on se relaxe. Euh, alors, en fait, c'est que du mécanisme associatif, hein. Euh, et c'est au-delà de l'hippocampe, c'est une loi qui est la loi de base de tous les apprentissages qu'on appelle la loi de Hebb, qui dit que quand un neurone A est souvent connecté à un neurone B, le système nerveux est capable de potentialiser ce système et d'avant, quand A se connecte pour la première fois à B, il lui envoie plein d'informations. Et si tu répètes tout le temps les mêmes réseaux, les mêmes types de comportements, après A a juste besoin d'envoyer un tout petit signal à B pour obtenir la même réponse. C'est ça, hein, la plasticité neuronale à la base, hein. Et c'est pour ça qu'on a tendance à répéter les mêmes gestes quand on veut consolider quelque chose. Et donc, toi, tu dis un état de relaxation. En fait, tu crées des circuits neuronaux. hmm. Ouais, d'avoir un Et codage ventilatoire pour que tout soit très simple pour le corps qui connaisse déjà tous les chemins et qu'on exactement. consomme moins d'oxygène, que ça soit plus facile pour le cerveau, pour le corps. Et ça, c'est la base de tous les apprentissages. Et tout sportif sait que pour pouvoir acquérir un geste technique, il va devoir répéter, répéter, Hmm, répéter, répéter pour créer justement ces réseaux neuronaux, ces circuits qui vont devenir de plus en plus performants et de temps en temps faire quelque chose de différent pour mettre un peu la panique dans ces réseaux et créer quelque chose de nouveau pour le corps, hein, mais que ces circuits soient suffisamment consolidés pour qu'il reste une base quoi qu'il arrive. hmm. Et ça, C'est c'est super. valable. Ouais. Ça s'appelle Ah, ça a coupé, Marion. Tu disais, ça s'appelle?
La loi de Hebb, H-E-B. La loi de Hebb. Ok. C'est super parce que tu es en train de me faire ma transition sur une de mes dernières questions. C'est comment est-ce qu'on explique que quand on répète un geste, parfois ça a le même effet au niveau du cerveau que quand on répète visuellement le même geste. J'ai vu sur Instagram, il y a un truc de podcast américain où ils disaient qu'ils avaient pris une équipe de basket où ils les avaient entraînés pendant une semaine à faire des paniers et une semaine où ils faisaient de la sophro et de la visualisation à mettre des paniers et qu'ils avaient eu les mêmes résultats. Est-ce que c'est Mm. vrai? Est-ce que la visualisation active les mêmes zones du cerveau que quand on fait le geste? Oui. Les premiers à avoir fait ça, c'était une équipe canadienne qui a entraîné des skieurs en vitesse, en descente, hein. Effectivement, on s'est aperçu que la visualisation entraîne exactement les mêmes activités cérébrales dans les mêmes régions, excepté évidemment les régions motrices, hein, que celles qui étaient dans la réalité en quelque sorte. Du coup, c'est pour ça que plus tu fais de la visualisation et plus tu entraînes ton cerveau à se mettre dans la même situation que s'il l'était en réel. Et ça, le cerveau adore faire ça parce que tu actives les mêmes réseaux cérébraux en visualisation que si tu étais dans la situation réelle. Après, l'écueil un petit peu de ça auquel il faut faire attention, c'est que quand tu es dans la situation réelle, en fait, ton cerveau va se mettre dans la même situation que la visualisation. Donc, il faut aussi le préparer à ce qu'il y ait un changement brutal dans la situation réelle, qui n'est pas forcément le cas dans la visualisation. Hmm. Autrement, le cerveau va défiler la visualisation. Mais c'est assez étonnant, effectivement, de voir en neuroimagerie comment, dans un cas de visualisation, on active exactement les mêmes régions cérébrales. Si quelqu'un fait du ski ou du basket, hein, que s'il était dans une situation réelle. Il le visualise de la même façon, en respectant les temps, les délais. On voit exactement les mêmes activités. Mm. Ouais, c'est incroyable. C'est pour ça qu'avec mes élèves, des fois, je leur fais du breeze work et je fais énormément de visualisation avec eux. Parce que des fois, on fait 10 fois la plongée parfaite. Ou même moi-même, avant Mm. les championnats du monde, là en Corse, dans mon van, le soir, j'avais répété 10 fois mes gestes, 10 fois comment j'allais mettre mon pince-nez, comment j'allais compenser, à quel moment j'allais tirer. Et quand je le Mm. fais dans l'eau, mais c'est tellement plus facile parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il a déjà vécu énormément de fois la plongée. Est-ce que toi-même, tu fais de la visualisation pour tes performances? Alors, j'en ai fait pas mal. Moi, je fais un peu attention parce que justement, ça me met dans un petit état dissocié que j'aime pas trop. Je défile après la visualisation un peu comme si j'apprenais quelque chose par cœur, parce que j'ai appris trop de trucs, j'en sais rien. Et du coup, je reste complètement un peu trop focus sur ma visualisation. Et, euh, et du coup, comme j'ai des seuils hypoxiques qui sont très brutaux, il faut vraiment, moi, que je sois très attentive à ma technique, à ma proprioception et pas trop m'écarter euh, de, de vraiment ce que je ressens en proprioception. Et la visualisation, parfois, m'emmène trop dans ce à quoi je pourrais m'attendre. Et si ça se passe pas exactement comme ce à quoi je pourrais m'attendre, je peux rester sur la ligne droite de la visualisation. Hmm. Et, euh, et c'est ce qui peut se passer en auto-hypnose hein, chez certaines personnes qui vont rentrer un peu dans un état dissocié. Mais si elles sont un peu hypoxiques, hein, elles vont rester dans cet état dissocié et elles vont pas être assez attentives à ce qui peut se passer sur leur proprioception parce qu'elles sont Hmm. dans leur auto-visualisation dans leur auto-hypnose, pardon. C'est des états dissociés un peu, hein. Hmm. Et Mm. quand toi tu pratiques la visualisation, est-ce que tu te parles mentalement? Est-ce que tu t'es fait un texte préenregistré? Est-ce que c'est ton coach qui vient te parler, te faire un texte? Est-ce que tu rajoutes des sons sonores? Est-ce que tu le fais en apnée? Est-ce que tu as des petits tips à nous partager pour avoir une visualisation la plus efficace possible? Alors, comme je l'ai fait et que ça n'a pas été efficace pour moi, je suis revenue, comme je suis quand même, enfin, à la base, je suis nageuse, donc quand je l'ai fait, effectivement, j'ai fait ce que tu dis. Alors moi, c'était carrément des chapitres, hein.
Euh, il y avait le chapitre du 50 mètres, du 75 mètres, du virage à 100 mètres. Tout était absolument décrit Ah ouais, c'est parti avec loin, la hein. voix Ah ouais, non, c'était mais très analytique, hein. Hmm. Et c'est pas bon pour moi parce que tout doit se dérouler. Mon cerveau déroule ça et ne pense qu'à ça, en fait. Hmm. Et je suis revenue à ma technique. Je suis plutôt sur la technique. En fait, je suis personnellement, je suis très à rechercher les appuis dans l'eau. C'est la seule chose qui m'intéresse, hein. C'est comment je m'appuie dans l'eau. C'est voilà, il y a que ça qui m'intéresse. Ok. J'ai arrêté un petit peu, mais je sais que ça fonctionne très très bien chez beaucoup de personnes. Et il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent effectivement la visualisation et l'auto-hypnose, avec des possibilités de sortir avec de l'ancrage, euh, et que ça fonctionne vraiment très bien. Et t'as Bravo, des hein. camarades dans ton équipe de France qui pratiquent la visualisation d'une manière un peu spéciale? Ah bah, je crois qu'ils en font tous un petit peu, hein. Hmm. Tout le monde fait un peu de sophro, quoi. Oh oui, je crois bien, ouais. Bon bah super, merci Marion pour toutes ces infos, c'est vraiment hyper précis et j'adore comment tu réponds, c'est toujours très, c'est carré, tu sais où tu vas, j'adore. On va terminer avec une dernière question. Marion, quelle est ta citation préférée? Euh, Et pourquoi, bien entendu? alors, je vais te dire, je vais choisir celle-là. Fais confiance à la vie telle qu'elle est et aime le monde comme toi-même. Fais confiance à la vie telle qu'elle est et aime le monde comme toi-même. C'est le Lao Tzu. Bah pourquoi? Parce que je pense que c'est la possibilité du tout est possible en fait. C'est l'adaptabilité, c'est la résilience et puis l'acceptation. Donc à partir de là, on peut avancer. Eh ben merci beaucoup Marion de terminer sur ces mots. Merci d'être venu sur la Freediving Family partager tout ton savoir. J'invite les gens à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Sur ton compte Instagram, c'est Marion Nouliane. Et j'espère que les gens vont venir te soutenir pour les prochaines compétitions. Et merci Julien de m'avoir invité sur la Freediving Family et encore bravo pour tout le dynamisme que tu apportes depuis ton arrivée à la famille de l'apnée. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode mixant apnée et neurosciences. Merci au docteur Nouliane. Chers auditeurs, chères auditrices, vous devez avoir le cerveau qui transpire et votre hippocampe rempli de nouvelles informations. Pour résumer cet entretien de 1h30, je dirais que l'apnée est bénéfique au corps et que les apnées progressives permettent au cerveau des freedivers de s'adapter au manque d'oxygène. Et que non, nous ne détruisons pas notre hippocampe, notre cerveau, à cause de l'apnée. Et ça a bien été démontré par le projet de recherche Hypoxia mené par Marion Nouliane au CEA Neurospin. J'ai hâte d'avoir la suite des résultats des études afin de découvrir si nos amis les astrocytes arrivent à capter l'oxygène environnant, ce qui montrerait une nouvelle fois que le corps sait développer des techniques pour s'adapter et survivre au manque d'oxygène. Je sais pas pour vous, mais cet épisode m'a obligé à sortir de ma zone de confort et que j'ai dû reprendre les cours d'anatomie et de SVT de base. Ce que je retiens, c'est que notre corps est capable de choses incroyables si on le prépare correctement et avec intelligence. Si vous voulez progresser en apnée, faites-vous accompagner par des professionnels de l'apnée. Pour les plus motivés, mais venez plonger avec moi en mer Rouge, à Dahab. La mer est chaude, en plus c'est l'hiver en France en ce moment. Voilà, faites le pas et plongeons ensemble. Merci à vous pour votre temps d'écoute. Merci à toi, Marion. N'oubliez pas de vous abonner, de noter 5 étoiles le podcast et de le partager à la terre entière. Je vous embrasse fort. Vive l'apnée, vive le sport. Bisous, cœur et hippocampe.